Bonjour les enfants. Pardon, je vous appelle les enfants. Le contexte est particulier. Cette fois-ci, les vidéos comparées à celles de la seconde année sont un peu plus courtes, ou nettement plus courtes. Je vais en faire davantage, mais le problème est qu'il y a un truc. euh, il faut, j'ai d'énormes difficultés à uploader les vidéos qui sont très lourdes sur Drive. Donc là, je vais faire des vidéos petites. L'objet de cette vidéo-là, cette vidéo précise, est comment dire, Isaiah Berlin et le sentiment du nationalisme. Vous savez, on est dans les différentes approches, ou enfin les différentes, pas toutes les différentes approches, mais certaines différentes approches du problème nationalisme. Et on fonctionne à partir d'un texte Gilles Delannoy que vous avez. Et on ne mentionne pas tout. Par exemple, les principaux oubliés sont Benedict Anderson, d'une part, Ernest Gellner d'autre part, deux théories qui me semblent très discutables de toute façon, et Anthony Smith. Anthony Smith est très important, mais il est un peu comme Gilles, c'est-à-dire il examine les interprétations des autres et il propose une qui est plus ou moins la sienne. Voilà. Le Berlin est parmi les quatre qu'on a cités est le seul à avoir une vision plutôt positive du nationalisme jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas juger le phénomène par ses formes extrêmes ou par ses formes haïssables ou par ce qui serait sa corruption. Il préfère voir et les bons côtés et les défauts. Berlin a ceci d'intéressant, pour moi c'est le plus grand théoricien de la liberté du XXe siècle. Moi, je ne parviens pas à prendre au sérieux Karl Popper, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à ne pas le prendre au sérieux. Berlin est un monsieur qui a fait un effort extrêmement sérieux pour penser le pluralisme, pour essayer de se mettre dans la peau de tout le monde. Il était bien armé pour ça, dans le sens qu'il a une très grosse formation philosophique, et lui-même avait, disons, trois identités et trois sentiments nationaux, je dirais. D'une part, il était juif et très attaché à Israël. Il était assez discret sur ce point, contrairement à d'autres, mais il y avait ça. Il était russe, d'origine russe, et était très attaché à la culture russe. Il a écrit un très grand livre que je vous recommande si vous tombez dessus sur les penseurs russes. C'est vraiment un livre immense. Le plus connu des livres de Berlin, c'est 4 essais sur la liberté. Mais enfin, il a fait un tas de choses extrêmement importantes. Et il était aussi britannique, et il était très attaché à la nationalité britannique, et il a vécu en général en Grande-Bretagne. Donc il y a une souplesse d'esprit, une capacité à se mettre dans la peau des autres, que n'ont pas en général les chercheurs ou les collègues. Ça c'est un. Selon mon point de vue philosophique, se résume en un mot, il fait partie, c'est peut-être le principal théoricien de ceux qui pensent qu'on ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir une société qui soit parfaitement libre et parfaitement égale. Les deux valeurs sont très estimables, les deux valeurs méritent un attachement absolu, les deux valeurs c'est l'égalité et la liberté, méritent un attachement absolu, un attachement digne de ce nom, mais on mérite qu'on meure pour elles, mais il se trouve qu'on ne peut pas avoir une société où il y a les deux. Le destin humain, si vous voulez en arabe on dirait Kamel Lillah, le destin humain est qu'il faut choisir. Il faut choisir, quand je dis il faut choisir, ça ne veut pas dire forcément il faut soit une société complètement libre, soit une société complètement égale, mais ça veut dire qu'il faut choisir les dosages. Si on veut une société complètement égale, il n'y aura pas de liberté. Si on veut une société complètement libre, il n'y aura pas d'égalité. C'est triste, c'est comme ça. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur Terre. Et donc, c'est ça son point de vue, le point de vue central. Et on peut dire aussi qu'il est le seul ou le principal philosophe à avoir essayé de penser sérieusement le pluralisme et ses conséquences. C'est très facile de dire je sais que l'humanité est plurielle, j'aime l'humanité, etc. Je respecte par exemple la diversité humaine et en fait vous ne le faites pas. Vous savez par exemple le multiculturalisme ou disons les élites libérales occidentales se vanteront plutôt des Américains, des Anglais, de coopter des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Arabes, des Latino-Américains, etc., etc., etc. Mais en fait, les gens qui cooptent se ressemblent tous. C'est-à-dire qu'ils parlent tous anglais, qu'ils sont tous plus attachés à un idéal de libéralisme ou ce qu'ils appelleront un humanisme progressiste, c'est plutôt à gauche,
Ils lisent les mêmes conneries, les mêmes choses intelligentes, genre Pierre Bourdieu, et, Michel Foucault. En plus, Michel Foucault, je pense que c'est vraiment intelligent. Derrida. Maintenant, ils ont ajouté Alain Badiou. Alors là, je préfère pas commenter, quoi. C'est même pire que Badi. Bref, voilà. Et lui, vraiment, il essaye de penser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça donne. Et donc, parmi les penseurs dont on a parlé, je parle donc de Musil, qui n'est pas tout à fait un penseur, on s'est compris, de Musil, d'Eric Voegelin et de Carlton Hayes. C'est le seul qui a une certaine sympathie pour le nationaliste, y compris le nationalisme arabe, y compris le nationalisme du tiers-monde. Donc, il faut voir. Et pour lui, il a quand même peur du nationalisme exterminateur. Il l'a combattu avec un nationaliste qui pense qu'une nation n'est grande que si elle écrase ses voisins ou ses ennemis. Il l'a combattu avec beaucoup de férocité, mais il a toujours refusé de voir dans cette formule, ou dans cette, dans ce cas, qui est assez fréquent, comment vous dire, c'est un cas limite, c'est pas le cas moyen du nationalisme. Il y a un autre nationalisme que celui-là. Ça, c'est un autre point important, mais ça, j'en ai déjà parlé en introduction, donc pardonnez si je me répète, le nationalisme vient du romantisme. Au début, c'est une réaction allemande et russe au discours anglo-saxon et français qui a une seule voie vers le progrès, et que cette voie, les Français et les Britanniques, puis plus tard les Américains, ont précédé les autres et l'ont découverte avant les autres et ont précédé les autres. Alors, montrer que ce n'est pas du racisme tout à fait, puisque c'est une pensée qui pense que tout le monde peut prendre cette voie et que c'est la bonne recette pour tout le monde. Il n'y a pas un refus, il y a un refus de dire que tel peuple a sloh pour le progrès, pour la civilisation. Mais c'est le même modèle, vous pouvez voir, qui marcherait un peu partout. Et qui est, disons, qui peut se résumer à faire travailler la raison, faire preuve de tolérance, accepter ceux qui sont tolérants. Alors avec, évidemment, est-ce qu'il faut accepter ceux qui sont intolérants ou pas, ça c'est un autre problème. Mais disons, eux, les Allemands et les Russes, donc quelque part à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, disent non, il y a plusieurs voies vers le progrès, nous avons la nôtre, le progrès, c'est pas forcément le modèle franco-britannique, quelles que soient ses qualités, le modèle franco-britannique élimine ou perçoit que l'humanité ne progressera que si elle se débarrasse, pas forcément par une extermination, par l'éducation, par ceci, de cultures qu'il juge rétrogrades, mais toutes les cultures enrichissent l'humanité, c'est ça le départ. Et non, nous sommes pas aussi nuls que ce qu'ils disent, et nous sommes tout à fait capables d'arriver au sommet par nos propres voies. On peut aussi ajouter, alors il y a des thèmes plus désagréables, c'est assez, on pourrait partir sur le registre que la formule de Thomas Hobbes, c'est finalement une formule matérialiste, que c'est horrible, qu'il faut faire attention aux valeurs spirituelles. Thomas Hobbes ne disait pas que les valeurs spirituelles étaient mauvaises. Hein. Thomas Hobbes disait qu'on ne pouvait pas arriver à un accord sur les valeurs spirituelles. Et donc il valait mieux parler de choses matérielles où les accords ou les solutions de compromis étaient plus faciles à obtenir. Donc je rappelle, j'essaie de situer la chose, mais alors vous avez un tas de genres, je vous dis, de formules désagréables, du genre la Sainte Russie, c'est la troisième Rome, la première étant Rome et la seconde Constantinople, c'est le défenseur de la vraie foi chrétienne, c'est comme vous dites, c'est le défenseur des valeurs spirituelles contre le matérialisme. Vous avez des passages absolument ahurissants de Dostoïevski là-dessus, mais il n'y a pas que Dostoïevski hein, sur la Sainte Russie. Vous avez aujourd'hui des idéologies qui pensent que le salut de l'humanité passe par une coalition entre, je regarde la montre, pardon, entre les orthodoxes et l'islam pour mettre un terme à la civilisation occidentale qui ne serait que matérialiste. Aujourd'hui aussi, c'est du n'importe quoi, mais je ne veux pas perdre mon temps en partant dans toutes sortes de digressions. Donc, le nationalisme, ce qui est important, vient du romantisme, c'est la volonté est plus importante que la raison. Et il y a plusieurs vagues de romantisme. Sur ceux qui s'intéressent, je pourrais leur photocopier des pages entières du livre de Martin Malia, La Russie vue par l'Occident. L'Occident et l'énigme russe en français, Russia under the Western Eyes en anglais.
C'est assez passionnant, il y a des vagues de romantisme. En gros, il n'y a pas une formule universelle. Le cœur et la volonté sont plus importants que la raison. Et, comment vous dire, chaque peuple a son génie national et il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde. Voilà. Bref, donc ça c'est un point important pour Berlin, le nationalisme est le fils du romantisme. Il en a les qualités et les défauts. Et il répète que, donc il fait le sien le constat de Reich, c'est que le nationalisme est peut-être une maladie occidentale, mais c'est une maladie qui a été le plus facilement diffusée sur Terre. Et qu'à l'heure actuelle, au tiers-monde, vous ne pouvez pas obtenir quoi que ce soit si vous ne mobilisez pas le nationalisme. Et par exemple, vous voyez un peu le miracle, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vécu, vous n'étiez pas né, le miracle qui est une société égyptienne toute focalisée après 67 sur un effort de guerre et avec une discipline extraordinaire. Alors oui, le peuple égyptien lui arrivait d'être discipliné. Les jours de la guerre d'octobre, il n'y a eu aucun vol sur le territoire national, aucun vol, pas vol d'avion. Je donne des exemples. Il dit c'est le seul, en dehors du monde occidental, le nationalisme est le seul mouvement politique, c'est le seul sentiment sur lequel il faut s'appuyer. Vous ne pouvez pas, en dehors du monde occidental, obtenir quoi que ce soit de votre population si vous n'interpellez pas son sentiment national. Alors c'est pas vrai partout, mais c'est intéressant. On sait depuis Aristote que l'homme a besoin de vivre en société. L'homme est un animal politique, donc un animal qui a besoin d'appartenir à une collectivité, qui a besoin d'appartenir à un groupe. Le sentiment d'appartenance rend possible l'amitié, la vraie amitié, et c'est un sentiment très fort. Et Aristote l'a très très bien décrit. Et donc, Berlin insiste beaucoup sur le sentiment d'appartenance. Notez qu'il y a une différence entre le sentiment d'appartenance et l'identité. Alors, je ne dis pas que l'identité n'existe pas, je ne fais pas partie des postmodernes, ils ne sont pas tous comme ça d'ailleurs, qui vous diront que l'identité est un truc construit, c'est vrai, c'est faux, tout est construit, mais disons que l'identité, en général ceux qui parlent d'identité, surtout dans notre pays, sont en train de parler parlent de constante nationale et ont une tendance à en faire un programme politique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas voilé pour les musulmanes, c'est que vous ne respectez pas votre identité, vous agissez d'une manière contraire à votre identité. C'est pas ça le truc de Berlin. Berlin est tout à fait au contraire très méfiant vis-à-vis des côtés prescriptifs, des côtés autoritaires de la problématique de l'identité. Il parle d'un sentiment d'appartenance. Personne n'aime vivre en électron libre. Même les plus individualistes et individualistes ont besoin d'appartenir à un groupe. Alors ils peuvent se méfier du groupe nation ou du type de groupe que constitue la nation, mais ils ont besoin de faire partie d'un groupe, je sais pas, un club d'amateurs de vin, supporter d'une équipe de football, vous pouvez imaginer. Mais ça, c'est très fort chez lui. Tout être humain a besoin d'appartenir à part entière à une entité collective et émotive, qui demande une adhésion du cœur. Cette exigence est de plus en plus puissante parce que le nationalisme est quand même une idéologie ou c'est pas le nationalisme, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Dans le monde moderne, il y a un égalitarisme anonyme. Alors vous y pensez, vous avez par rapport à l'État égyptien, mais c'est la même chose pour l'État français ou l'État américain. Vous êtes un numéro, vous êtes le porteur de la carte d'identité numéro combien, la carte d'assurance sociale numéro combien, etc. Et c'est un avantage de la démocratie, mais ça, on est, c'est qui Tawfiq rien. C'est qui, je sais pas moi, Marwa ou Mélanie. C'est un monde assez où les modes modernes de gouvernement sont des gouvernements par les nombres, par les chiffres. Et donc le besoin d'appartenir à un groupe où on est reconnu, où on a un nom, où ce nom veut dire quelque chose, où il y a une évaluation, même si l'évaluation ne vous plaît pas toujours de vous, c'est extrêmement important. Et donc, le besoin d'appartenance, paradoxalement, augmente au fur et à mesure que les appartenances traditionnelles s'effilochent, disparaissent, s'affaiblissent. Et ça, donc, il dit qu'il faut compenser l'égalitarisme anonyme de la société industrielle et de la politique de masse. Politique de masse, c'est par exemple Nasser qui rassemble je ne sais pas combien de millions d'Égyptiens pour annoncer la nationalisation du canal.
On a besoin d'appartenir, de sentir qu'on appartient vraiment à ce groupe. Et c'est pas forcément une communauté imaginée, si vous voulez, mais c'est ça, quoi. C'est pas quelque chose de... c'est quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose de mal. Si vous voulez aller plus loin, une métaphore extraordinaire, le nationalisme, c'est comme la loi de la gravité. Ça vous empêche de voler au sens de tir, mais en même temps, ça vous empêche de tomber. Ça vous garde les pieds sur terre dans un espace qui est à vous. Il rappelle qu'avant 1904, Berlin aime à redire qu'avant 1904, les nations occidentales avaient beaucoup de problèmes à accepter l'idée que des populations non blanches pouvaient accéder à cette forme supérieure qu'est la nation. La nation était la forme politique par excellence. On en reparlera quand on parlera de Pierre Manant. C'était pas le régime, la forme politique. Le régime est une chose, la forme en est une autre. On en parlera. La forme politique, c'est la cité, l'empire, l'État-nation, la Oumma musulmane ou l'Église universelle. C'est des formes politiques. Et donc, il dit, avant 1904, les Occidentaux, qui aujourd'hui détestent le nationalisme, pensaient que c'est la forme d'organisation politique supérieure, celle qui permettait le mieux la démocratie, et tout en calibrant, tout en étant puissante. Ils ne parvenaient pas à imaginer qu'une nation blanche puisse être une nation. Alors vous me dites pourquoi Eichmann en 1904? Je crois que je vous l'ai dit, ou si je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne sais plus qu'est-ce que je dis, je vous l'ai dit à un moment donné. 1904 ou 1905, il y a un tremblement de terre majeur dans le système mondial. C'est la flotte japonaise donne une raclée phénoménale à la flotte russe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un peuple non blanc, un peuple donc jugé inférieur, écrase, parce que ça a été vraiment terrible, écrase un peuple blanc. Vous n'imaginez pas quelle est l'onde de choc que ça a fait dans tout l'univers, à commencer par votre pays, l'Égypte. Ces gens sont prenables, ces gens peuvent être battus. On n'y croyait plus. C'est pour ça qu'il parle de 1904. Alors, 1904, il a fallu commencer à se dire, et peut-être que le Japon est une nation lui aussi. D'accord? Alors, une nation, c'est quoi? C'est une communauté dont les caractéristiques intrinsèques, les caractéristiques objectives, les caractéristiques qui lui sont propres, les caractéristiques intrinsèques, l'histoire des difficultés, la possibilité d'un avenir est un sujet d'importance capitale. Et s'il manque le groupe, il y a des caractéristiques qui cimentent le groupe, il a un passé commun, il a des projets d'avenir commun. Et tout ceci, vous ne pouvez pas vous intéresser aux affaires publiques dans cette nation sans avoir une idée précise du passé, du futur, ou des idées peut-être pas précises, une sorte de projet pour le futur, et une conscience du fait que, par exemple, les Égyptiens parlent tous l'arabe, je vais vous dire des bêtises, aiment tous Umm Kalsoum, etc. Vous voyez un peu le topo. Il y a une manière d'être égyptien, qui est commune, qui n'est pas commune à tout le monde, mais qui est commune à beaucoup de monde. Voilà. L'analyse du nationalisme de Berlin fait partie de son pluralisme. Fait partie de son analyse du pluralisme. C'est-à-dire, c'est quoi être le pluralisme de Berlin? C'est reconnaître qu'il y a plusieurs façons de vivre. Il y a des gens qui aiment vivre en asset, des gens qui n'aiment pas vivre en asset, des gens comme moi dont la principale joie est d'acheter des livres, des gens qui ont besoin d'avoir, au contraire, d'être habillés à la dernière mode, des gens qui ont besoin de prier tout le temps, des gens qui sont complètement athées. Il y a évidemment des cas intermédiaires. Il y a plusieurs manières de vivre. Vous ne pouvez pas me dire, alors on me dit, ah, t'es catholique, comment ça se fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'ailleurs plusieurs manières d'interpréter le fait d'être catholique. Ah, t'es musulman, mais comment tu peux être musulman? Vous savez, certaines de vos camarades plus âgés que vous se plaignent tout le temps du fait, elles ont raison, qu'en France, si elles disent qu'elles sont croyantes alors qu'elles ne sont pas voilées, les gens ne comprennent pas. Berlin dit non, il faut accepter l'idée qu'il y a plusieurs manières de vivre. Il y a plusieurs manières de vivre, il y a plusieurs types de valeurs et elles sont incompatibles. Vous ne pouvez pas être un saint catholique et un grand soldat. C'est très difficile.
Enfin, vous ne pouvez pas être, j'exagère un peu, mais vous imaginez que le profil du grand guerrier n'est pas le profil du mystique soufi, par exemple. Encore que, j'ai donné encore une fois un mauvais exemple, puisque ça c'est un des inconvénients de lire beaucoup, c'est que chaque fois que vous dites quelque chose, il y a une exception qui vous vient à l'esprit. J'arrête là parce que j'ai déjà parlé trop longtemps,